tous. Dans cette séance de révision, on va corriger 2 exercices de probabilité. Commençons par le premier exercice. Lisons ensemble les données. Soit x une variable aléatoire continue qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. On rappelle que P de l'événement x inférieur ou égal à a égale l'intégrale de 0 à a de lambda exponentielle moins lambda t dt, où a est un réel positif. La courbe C ci-contre représente la fonction densité associée. Première question, interpréter sur le graphique la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à 1. Indiquer sur le graphique ou se lit directement le paramètre lambda. Partie B, on pose lambda égale 1,5. Calculer P de l'événement x inférieur ou égal à 1. En donner une valeur exacte puis une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près par excès. Puis on va calculer à 10 puissance moins 3 près la probabilité de l'événement x supérieur ou égal à 2 et P de x encadré par 1 et 2. Partie C, une machine fabrique des cylindres. On mesure l'écart en dixièmes de millimètre entre le diamètre des cylindres et la valeur de réglage de la machine. On suppose que cet écart suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 1,5. Si l'écart est inférieur à 1, le cylindre est accepté. Si l'écart est compris entre 1 et 2, on procède à une rectification qui permet d'accepter le cylindre dans 90% des cas. Si l'écart est supérieur à 2, le cylindre est refusé. On prélève au hasard un cylindre dans la production. Soit l'événement A, le cylindre est accepté. Première question, on va construire l'arbre de probabilité complet. Puis, deuxième question, quelle est la probabilité que le cylindre soit accepté? Et dernière question, sachant que le cylindre est accepté, quelle est la probabilité qu'il ait subi une rectification? On va commencer par la première question. Ici, on vous donne x, une variable aléatoire continue qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et on vous rappelle la probabilité de cet événement x inférieur ou égal à a. C'est l'intégrale de 0 à a de lambda exponentielle moins lambda t dt, où a est un réel positif. Et on vous donne aussi la courbe C qui représente la densité de probabilité de cette variable aléatoire, qui est la fonction, je vous rappelle, la fonction t associe lambda exponentielle moins lambda t. Si j'appelle f, cette fonction, qui est définie sur 0 plus l'infini par f de t égale lambda exponentielle moins lambda t, donc la courbe C, qui est en vert, représente cette fonction f. Interpréter sur le graphique la probabilité de l'événement P de x est inférieur ou égal à 1. Il suffit de remplacer a par 1 et on obtient l'intégrale de 0 à 1 de lambda exponentielle moins lambda t dt. J'ai dit tout à l'heure, f de t, c'est lambda exponentielle moins lambda t. F, c'est une fonction qui est positive et continue sur l'intervalle 0,1. Alors, graphiquement, qu'est-ce qu'elle représente, ce nombre réel? L'intégrale de 0 à 1 de lambda exponentielle moins lambda t. Eh bien, il représente l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et d'équation x égale 1. Et puisqu'on vous dit interpréter sur le graphique, il suffit d'assurer cette partie. Donc, l'aire de cette partie-là, elle représente exactement P de x inférieur ou égal à 1. Deuxième question. Indiquer sur le graphique ou se lit directement le paramètre lambda. J'ai pris tout à l'heure f de t égale lambda exponentielle moins lambda t. Pour trouver lambda à quoi est égal, il suffit de remplacer t par 0. D'ailleurs, exponentielle moins lambda fois 0 égale à exponentielle 0, et exponentielle 0 égale à 1, 1 fois lambda égale à lambda. Autrement dit, lambda, c'est l'image de 0 par la fonction petit f. Autrement dit, où se trouve exactement lambda, c'est l'ordonnée de points d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le point de la courbe C d'abscisse 0. Et voici où se trouve exactement lambda.
Et d'après graphiquement, on trouve lambda égale 1,5. Partie B. Voilà, on prend lambda qui est égal à 1,5. On va calculer trois probabilités. Probabilité de l'événement x inférieur à 1, puis x supérieur ou égal à 2, puis l'événement x encadré par 1 et 2. Avant de les calculer, je vous rappelle une formule de cours. Trois formules pour calculer la probabilité de ces trois types d'événements lorsqu'on a x, une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Bien sûr, lambda est un réel qui est strictement positif. Alors, pour tout réel C et D positif, tel que C inférieur à D, P de l'événement x compris entre C et D, autrement dit, c'est P de l'intervalle CD, qui est égal donc exponentielle moins lambda C moins exponentielle moins lambda D. P de x inférieur ou égal à C, ou encore P de l'intervalle 0C, il suffit de remplacer C par 0 et D par C. On obtient exponentielle moins lambda fois 0, c'est-à-dire exponentielle 0 qui est égal à 1, moins exponentielle, on a dit, on remplace D par C, on trouve exponentielle moins lambda C. Et la troisième formule, P de x supérieur ou égal à C, ou encore P de l'intervalle C plus l'infini. Si on reprend la première formule, on laisse C tel qu'il est. On ne peut pas remplacer D par plus l'infini, bien sûr, mais lorsque D tend vers plus l'infini, moins lambda D tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle de moins lambda D tend vers 0. Et par suite, ça reste exponentielle moins lambda C. Dans la première question, on va calculer P de x inférieur ou égal à 1. Donc on va utiliser cette deuxième formule. Juste une remarque, c'est vrai, on peut utiliser le rappel qu'on vous donne dès le début de l'exercice. On peut calculer P de x inférieur à 1 à l'aide de cette intégrale. Il suffit qu'on a remplacé a par 1. Et pour calculer cette intégrale, au moyen d'une primitive, on trouve exactement les mêmes résultats que 1 moins exponentielle moins lambda c. Il suffit de remplacer c par 1, et on obtient 1 moins exponentielle moins lambda fois 1. Et comme lambda égale 1,5, donc égale 1 moins exponentielle moins 1,5. Ça, c'est la valeur exacte de cette probabilité. Mais dans l'exercice, on vous demande une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près par excès. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, valeur approchée à 10 puissance moins 3 près? C'est-à-dire, on va écrire ce réel sous forme d'un nombre décimal, 3 chiffres après la virgule. En prenant la calculatrice, en calculant ce nombre réel, on trouve est égal, ou bien on va l'encadrer ce nombre réel, 1 moins exponentielle moins 1,5, on peut l'encadrer par deux nombres décimaux, 3 chiffres après le virgule, qui est 0,776 et 0,777. Je vous rappelle, 0,776, c'est une valeur approchée de ce réel à 10 puissance, par défaut à 10 puissance moins 3 près, et 0,777 est une valeur approchée par excès de ce réel-là. Donc, d'après ce qu'on vous demande ici, il faut écrire à peu près égal 0,777. Deuxième question, on va calculer aussi à 10 puissance moins 3 près P de l'événement x supérieur à 2, puis P de l'événement x encadré par 1 et 2. Commençons par P de x supérieur égal à 2. D'après les trois propriétés, on va utiliser la dernière. Il suffit de remplacer C par 2.
Donc, on obtient exponentielle moins lambda fois 2, comme lambda égale 1,5, donc c'est exponentielle moins 3 qui est égale 0,050 à 10 puissance moins 3 près. De même, pour calculer P de x encadré par 1 et 2, on utilise maintenant la première propriété, la première formule. Il suffit d'en remplacer C par 1 et remplacer D par 2. Voilà, donc, et on fait les calculs. C'est exponentielle moins 1,5 moins exponentielle moins 3. Après tout calcul fait, on trouve égal 0,173. Troisième partie, on va relire encore une fois les données. Une machine fabrique des cylindres. On mesure l'écart en dixièmes de millimètre entre le diamètre des cylindres et la valeur de réglage de la machine. On suppose que cet écart suit une loi exponentielle de paramètre lambda qui est égale à 1,5. Déjà, l'écart, cet écart, est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Si cette variable aléatoire, si cet écart est inférieur à 1, le cylindre est accepté. Si l'écart est compris entre 1 et 2, on procède à une rectification qui permet d'accepter le cylindre dans 80% des cas. Si l'écart est supérieur à 2, le cylindre est refusé. On prélève au hasard un cylindre dans la production, et soit l'événement A, le cylindre est accepté. On va construire l'arbre de probabilité complet de cet exercice, et tout à l'heure, on va calculer P de A. D'abord, une première remarque. Le cylindre A, pour qu'il soit réalisé, il est conditionné par d'autres événements. Il est conditionné par 3 événements. Si j'appelle X l'écart X inférieur à 1, c'est le premier événement. Dans ce cas, le cylindre est accepté. X compris entre 1 et 2, le deuxième événement. Dans ce cas, le cylindre est accepté dans 80% des cas. Et si l'écart est supérieur à 2, si X supérieur à 2, le cylindre est refusé. Déjà, les 3 événements, X inférieur à 1, X encadré par 1 et 2, et X supérieur à 2, sont les événements qu'on a vus déjà dans la partie B, et on a déjà calculé leur probabilité. Donc, pour construire l'arbre de probabilité, on a ces 3 événements, X inférieur à 1, X encadré par 1 et 2, et X supérieur à 2. Si l'écart est inférieur à 1, d'après les données, le cylindre est accepté, c'est-à-dire l'événement A est toujours réalisé. Si l'écart entre 1 et 2, ici, 80% des cas que le cylindre soit accepté, c'est-à-dire il peut être accepté comme il ne peut pas être accepté. L'événement A est réalisé ou il n'est pas réalisé, donc c'est A bar. A bar, c'est le contraire de l'événement A. Et dans le cas où l'écart est supérieur ou égal à 2, donc le cylindre n'est pas accepté, il est refusé, donc c'est l'événement A bar. On n'a pas encore fini, on vous demande de construire l'arbre de probabilité complet. Donc il faut compléter cet arbre en écrivant les probabilités sur toutes les branches qui se trouvent dans cet arbre. Je vous rappelle que ces 3 premières branches, ça représente les probabilités des événements, c'est-à-dire c'est P de x inférieur ou égal à 1, P de x encadré par 1 et 2, et P de x supérieur à 2. P de x inférieur à 1, on a déjà calculé dans la partie B, qui est égale donc 0,777. P de x encadré par 1 et 2, c'est 0,173. Et P de x supérieur à 2, c'est 0,050. Les 4 autres branches ici, ça représente quoi? Ça représente des probabilités conditionnelles. Par exemple, P de A, sachant l'événement x inférieur ou égal à 1. Et comme lorsque l'écart est inférieur ou égal à 1, toujours le cylindre est accepté, c'est-à-dire c'est l'événement certain, donc sa probabilité est égale à 1. Par contre ici, puisqu'on vous dit 80% des cas, le cylindre est accepté lorsque l'écart est compris entre 1 et 2, 80%, c'est-à-dire 80 sur 100,
Donc la probabilité de l'événement A, sachant l'événement X encadré par 1 et 2, c'est 0,8. 80 sur 100, c'est 0,8. Et par suite, et je vous rappelle encore une chose, on sait très bien que la somme des probabilités sur les branches provenant du même nœud ou bien du même sommet, toujours égale à 1, comme ceci. 0,113 plus 0,777 plus 0,173 plus 0,50, on trouve bel et bien égal à 1. La même chose ici. Donc, P de A bar, sachant l'événement X compris entre 1 et 2, pour que cette somme soit égale à 1, doit être 0,2. Et finalement, P de A bar, sachant l'événement X supérieur ou égal à 2, c'est l'événement certain aussi, et le cylindre toujours n'est pas accepté lorsque l'écart supérieur ou égal à 2, donc sa probabilité est égale à 1. Et voici donc l'arbre de probabilité. Deuxième question, quelle est la probabilité que le cylindre soit accepté? Donc ici, on va calculer P de l'événement A. On va mettre l'arbre de probabilité devant nous. Donc voici l'arbre de probabilité et on veut calculer P de A. Puisque l'événement A est conditionné par trois événements qui sont x inférieur à 1, x encadré par 1 et 2, x supérieur ou égal à 2, ces trois événements constituent une partition de l'univers. Donc pour calculer P de A, on utilise la formule des probabilités totales. P de A à quoi est égal? Donc c'est P de A inter x inférieur ou égal à 1 plus P de A inter x compris entre 1 et 2 plus P de A inter x supérieur à 2, et puisque c'est l'événement impossible, donc sa probabilité égale 0. Ça reste donc cette probabilité qui se trouve ici. C'est quoi cette probabilité? Eh bien, c'est la probabilité de l'événement A inter l'événement x inférieur ou égal à 1. Et cette probabilité, c'est P de l'événement A inter x encadré par 1 et 2. Et on fait la somme. C'est-à-dire, on va obtenir P de A inter x inférieur ou égal à 1 plus P de A inter x encadré par 1 et 2. Et chaque probabilité, on va la calculer à l'aide du principe de probabilité composée, c'est-à-dire c'est le produit de ces deux probabilités. Autrement dit, c'est P de x inférieur ou égal à 1 fois P de A sachant x inférieur ou égal à 1. Autrement dit, 0,777 fois 1. Ça, c'est la première probabilité. La deuxième, c'est la même chose que j'ai écrit tout à l'heure ici. Ça provient de ce chemin, c'est-à-dire c'est P de x encadré par 1 et 2 fois P de A sachant x encadré par 1 et 2. Et après tout calcul fait, 0,777 fois 1 plus 0,173 fois 0,8. Et on fait la somme, on trouve égal 0,9154. Troisième question. Sachant que le cylindre est accepté, quelle est la probabilité qu'il ait subi une rectification? Ici, il y a deux mots, sachant un événement. Quelle est la probabilité qu'il ait subi une rectification? C'est-à-dire, sachant un événement, quelle est la probabilité d'un autre? Eh bien, ici, c'est la probabilité conditionnelle. Sachant quel événement? Le cylindre est accepté. C'est quel événement le cylindre est accepté? C'est l'événement A. Donc déjà, on a sachant l'événement A. Quelle est la probabilité qu'il ait subi une rectification? Le cylindre subit une rectification dans quel cas? Eh bien, dans le cas où l'écart est compris entre 1 et 2. C'est-à-dire, sachant l'événement A, on veut calculer la probabilité de l'événement X encadré par 1 et 2. Et pour cela, on veut calculer, voilà, cette probabilité.
Et d'après la définition de la probabilité conditionnelle, si j'appelle cet événement x encadré par 1 et 2 par l'événement B, pour simplifier, P de B sachant A égale P de B inter A sur P de A. Autrement dit, c'est P de x encadré par 1 et 2 inter A sur P de A. On a déjà calculé P de A. Il suffit de recalculer P de cet événement-là. Or, l'événement B inter A, c'est exactement l'événement A inter B, qui est déjà calculé ici, qui est égal donc 0,173 fois 0,8. Ou encore, puisque l'arbre nous facilite les calculs, P de x encadré par 1 et 2 inter A se trouve ici. Donc sa probabilité provient du produit 0,173 fois 0,8 sur 0,9154 qui est P de A, et on trouve, après tout calcul fait, c'est 0,151. Donc voici le premier exercice. Passons au deuxième exercice. On dispose de deux boîtes B1 et B2. La boîte B1 contient 6 boules numérotées de 1 à 6. La boîte B2 contient une boule numérotée 1, 2 boules numérotées 2 et 3 boules numérotées 3. On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Première question, on tire une boule de chaque boîte. On va déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. L'événement A, obtenir 2 boules portant un numéro pair. L'événement B, obtenir une seule boule portant un numéro pair. Petit b, soit x la variable aléatoire qui a tout couple AB obtenu, associe la somme A plus B si cette somme est paire et 0 si cette somme est impaire. On vous rappelle, A c'est le numéro de la boule tirée de B1 et B c'est le numéro de la boule tirée de B2. On va déterminer la loi de probabilité du x, puis on va définir sa fonction de répartition et on va la représenter. Deuxième question, on répète l'épreuve précédente 4 fois de suite en remettant les boules dans leurs boîtes respectives. Maintenant, soit y, une autre variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'épreuves donnant 2 boules portant un numéro pair. On va donner la loi de probabilité du y et on va calculer son espérance mathématique et sa variance. Commençons par la première question. Voici les deux boîtes. Regardez bien leur contenu exactement. On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Ceci nous permet d'affirmer qu'on a l'équipe probabilité. C'est-à-dire, pour calculer la probabilité d'un événement, c'est cardinal de cet événement sur cardinal de l'univers. Autrement dit, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, de tous les cas possibles. Notre épreuve, c'est on tire une boule de chaque boîte. Pardon, une boule de chaque boîte. À la fin, on obtient 2 boules. Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. A, obtenir 2 boules portant un numéro pair. B, obtenir une seule boule portant un numéro pair. Et comme vous remarquez ici, on s'intéresse à la pariété du numéro tiré de 2 boîtes. C'est pour cela, les 2 boîtes B1 et B2 peuvent être reconstituées, leur contenu est reconstitué de cette forme-là. La boîte numéro 1 contient donc 3 numéros pairs qui sont 2, 4 et 6, et par suite 3 impairs, 1, 3 et 5. Dans la boîte B2, on a 2 numéros qui sont pairs, qui sont le numéro 2. Il y a 2 boules numéro 2. Et les boules restants, 1 et 3 numéro 3 numéro 3, pardon, on a donc 4 numéros impairs. Donc, l'événement A, obtenir 2 boules portant un numéro pair, ça veut dire quoi? On doit tirer quoi exactement? On doit tirer un numéro pair de B1 et un numéro pair de B2. Voilà. Donc, P de A. Pour calculer P de A, on calcule la probabilité de chaque numéro tiré, puisqu'on a et on va multiplier les probabilités. Donc, quelle est la probabilité de tirer un numéro pair de B1? Combien on a de nombres pairs de B1? On a 3.
Et le total, c'est combien? C'est 6. Donc la probabilité, c'est 3 sur 6. Et combien on a de numéros pairs de B2? On a 2 sur le total qui est aussi 6. Donc voici comment on calcule P de A. Et après tout calcul fait, après la simplification, on trouve 1 sur 6. L'événement B. L'événement B, obtenir une seule boule portant un numéro pair. Obtenir une seule boule portant un numéro pair. Et vous n'oubliez pas que notre épreuve, on tire une boule de chaque boîte. Donc si on obtient une boule numéro pair, la deuxième boule tirée doit être obligatoirement impair. Sauf que pour tirer le numéro pair, on peut le tirer de la boîte B1 comme on peut le tirer de la boîte B2. Donc ici, il y a deux cas qui se présentent. L'événement B, ou bien pair de B1, donc automatiquement il doit être impair de la boîte B2, ou le deuxième cas, impair de B1 et par suite pair de B2. Et pour calculer donc la probabilité, paire de B1. Combien on a de paires dans la boîte numéro 1? On a 3 sur le total, c'est 3 sur 6. Et donc fois impair de B2. On a 4 impairs dans la boîte B2, donc 4 sur le total qui est 6. Ou, dans le calcul on remplace ou par plus. Impair de B1, on a 3 impairs de B1, donc 3 sur le total qui est 6, et paire de B2, donc on a 2 numéros pairs de B2, c'est 2 sur 6, et on fait les calculs, on trouve égal 1,5. Deuxième question, B, soit X la variable aléatoire qui a tout couple AB obtenu, associe la somme A plus B si cette somme est paire, et 0 si cette somme est impaire. A, c'est le numéro tiré de la boîte B1, B, c'est le numéro tiré de la boîte B2. On va déterminer la loi de probabilité de X. Pour répondre à cette question, la première chose à déterminer, c'est l'ensemble des valeurs prises par X. C'est-à-dire qu'on le note généralement X de oméga. Bon, je vous rappelle le contenu de deux boîtes ici. Pour déterminer X de oméga, on a deux numéros à tirer. Réfléchissez très bien. On a deux numéros à tirer. Un numéro de B1 qui sont de 1 à 6 et un numéro de B2 qui sont 1, 2, 3. Et on fait la somme. Si le résultat est pair, on garde tel qu'il est, on garde le résultat. Si la somme est impaire, on écrit ou bien X prend la valeur 0. Pour déterminer toutes les valeurs prises par oméga, j'ai fait un petit tableau qui va nous aider de trouver toutes ces valeurs-là. Dans la première colonne, j'ai écrit le numéro de la boîte B1. Et dans la première ligne, j'ai écrit le numéro de la boîte B2. Et je fais la somme. Lorsqu'on fait la somme, si on trouve le résultat est pair, je l'écris tel qu'il est. Mais lorsque le résultat nous donne un nombre impair, j'écris 0. Comme par exemple, 1 plus 2, c'est bel et bien 3. 3, c'est impair, donc je n'écris pas 3, j'écris 0. Et la même chose pour les autres 0. Donc, en regardant bien ce tableau, toutes les valeurs prises par grand X sont 0, 2, 4, 6 et 8. Et voilà donc X de oméga. Maintenant, on va calculer les probabilités de type P de X égale XI. Avec XI appartient à cet ensemble-là. On va prendre XI égale 0, puis 2, puis 4, puis 6, et puis 8. Commençons par le premier événement P de X égale à 0. Avant de s'engager dans les calculs, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'abord X égale XI, X égale un réel. X égale à 0. Ça veut dire quoi X égale à 0? C'est dans le cas où on a tiré deux numéros tels que leur somme est impaire. Autrement dit, dans quel cas deux numéros, leur somme est impaire? C'est dans le cas où la pariété est différente. L'un est pair et l'autre est impair. Autrement dit, il faut tirer un seul numéro qui est pair. Tirer un seul numéro pair, on a déjà cet événement, c'est l'événement B. Donc, c'est plus simple. On obtient
P de l'événement B qui est déjà calculé, qui est égal à 1,5. Bon, j'ai écrit 18 sur 36, je vais expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi j'écris sur 36. P de l'événement, x égale à 1. X égale à 2, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire x égale à 2? Dans quel cas la somme de deux numéros nous donne 2 dans ce cas-là? Même d'après ce tableau, il y a un seul cas, c'est lorsqu'on a tiré un numéro 1 de B1 et un numéro 1 de B2. C'est P de l'événement 1, 1, qui est égal. On a un seul numéro 1 de B1, un seul numéro 1 de B2, donc 1 sur 6 fois 1 sur 6, qui est égal donc 1 sur 36. P de x est égal à 4 maintenant. Dans quel cas la somme des deux numéros nous donne égal à 4. Voici, il y a 3 numéros 4 ici. C'est-à-dire il y a 3 cas. Ou bien on a tiré numéro 3 de la première boîte B1 et numéro 1 de B2. Ou bien 2 de B1 et 2 de B2. Ou bien 1 de la boîte B1 et 3 de B2. Donc on obtient ces 3 cas possibles qu'on va calculer leur probabilité. P de 1, 3. Probabilité de tirer numéro 1 de la boîte B1, on a un seul numéro 1 sur le total qui est 1 sur 6, fois la probabilité de tirer numéro 3 de B2. Dans la boîte B2, on a 3 numéros 3, donc 3 sur le total qui est 3 sur 6, donc on obtient 1 sur 6 fois 3 sur 6, plus la probabilité de deuxième couple 2, 2. Numéro 2, il y a un seul dans la boîte B1. Par contre, dans la boîte B2, on a 2, c'est-à-dire 1 sur 6 fois 2 sur 6. Et P de couple 3, 1, on a un seul numéro 3 dans la boîte B1 et un seul numéro 1 dans la boîte B2, donc c'est 1 sur 6 fois 1 sur 6. Et on fait les calculs, on nous trouve égal 1 sur 6. La même chose pour l'événement P de x égale à 6, c'est le même travail, il y a 3 cas. Ou bien on tire 2 numéro 3 de chaque boîte, ou bien 4 de B1 et 2 de B2, ou bien 5 de B1 et 1 de B2. C'est le même travail que tout à l'heure, que celui-là. Les mêmes calculs, on obtient aussi 1 sur 6. Et finalement, P de x égale à 8. Il y a 2 cas possibles. Ou bien on tire numéro 6 de B1 et numéro 2 de B2, ou bien 5 de B1 et 3 de B2. Les calculs sont pareils pour calculer les probabilités. Je vous laisse l'occasion de vérifier ça tout seul. On obtient 5 sur 36. On va résumer tous ces résultats dans un tableau comme celui-là. Donc, xi, P de x égale à xi, où on a écrit toutes les valeurs prises par x, et ici les probabilités des événements associés. J'ai dit tout à l'heure pourquoi j'écris sur 36. Eh bien, j'écris même les probabilités dans cette deuxième ligne, tous les quotients sur 36. Je vous rappelle bien qu'il faut que la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Donc, une petite vérification, si on fait la somme, il suffit d'additionner les numérateurs. 18 plus 1 plus 6 plus 6 plus 5, ça nous donne 36. 36 sur 36 est égal à 1. Et voici donc la loi de probabilité de x. Maintenant, on va définir la fonction de répartition de x et on va la représenter. On va définir d'abord la fonction de répartition x. Je vous rappelle le tableau. Pas définition. C'est quoi la fonction de répartition de la variable grand X qu'on appelle généralement grand F? Grand F de X, c'est une fonction définie sur R et à valeur dans 0, 1, définie par P de l'événement grand X inférieur ou égal à petit x. On n'a pas encore terminé. Il faut la définir plus exactement. Eh bien, je vous rappelle une propriété qu'on a vue dans le cours. Si on a x, une variable aléatoire
discrète, et voici le tableau qui représente sa loi de probabilité. N'oubliez pas ici, c'est important, il faut que les valeurs prises par grand X sont rangées dans l'ordre croissant, du plus petit vers le plus grand. Alors, grand F de X égale, je vais expliquer un petit peu cette expression de grand F de X. Puisque grand F est défini sur R, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On va partager l'intervalle R sur plusieurs intervalles. Le premier, c'est moins l'infini jusqu'à x1, où x1 est la plus petite valeur prise par grand X. Ensuite, l'intervalle x1, x2, x2, x3, x3, x4, jusqu'à dernier intervalle, ainsi de suite, jusqu'à dernier intervalle qui est xn plus l'infini, où xn, c'est la plus grande valeur prise par grand X. Sur le premier intervalle, grand F de X est toujours nul. Sur le deuxième intervalle, grand F de X égale à la première probabilité, P1. Sur le troisième, cette probabilité P1, on l'ajoute la probabilité suivante qui est P2, donc P1 plus P2. Sur l'intervalle suivant, le dernier résultat, P1 plus P2, on ajoute la probabilité suivante qui est plus 3, et ainsi de suite, jusqu'à dernier intervalle, on fait la somme de toutes les probabilités, c'est une probabilité cumulée, on fait la somme de toutes les probabilités, on trouve égal à 1. Voilà. Juste, j'ai oublié quelque chose. Pour les intervalles, le premier intervalle, c'est toujours ouvert, le dernier, c'est toujours fermé, sauf que les autres intervalles, ce sont des intervalles semi-ouverts à droite. On va appliquer ça dans notre exemple. Donc, je vais commencer par les intervalles d'abord. Le premier intervalle, donc on a dit moins l'infini jusqu'à la plus petite valeur prise par grand X qui est égale à 0 ici. Donc c'est moins l'infini 0. L'intervalle suivant c'est 0, 2, puis 2, 4, 4, 6, 6, 8 et 8 plus l'infini. J'ai dit tout à l'heure, grand F de X égale toujours 0 sur l'intervalle, le premier intervalle. Sur le deuxième intervalle, je prends la première probabilité, qui est 18 sur 36. Ce résultat, on ajoute la probabilité d'après, qui est 1 sur 36. On fait la somme rapidement, c'est 19 sur 36. On ajoute 6 sur 36, on obtient 25 sur 36. Encore une fois, on ajoute 6 sur 36, on obtient 31 sur 36. Et finalement, si on fait la somme avec 5 sur 36, on obtient 1. Et voici comment définir la fonction de répartition dans ce cas-là. Pour représenter cette fonction, je vais la réécrire encore une fois. Je vous rappelle que cette fonction f est une fonction affine par intervalle. Plus précisément, les restrictions de cette fonction sur chacun de ces intervalles est une fonction constante. Donc, la courbe représentative de cette fonction sera la réunion de deux demi-droites et de segments, plusieurs segments bien sûr. Pour mieux comprendre ça, voici la représentation graphique de grand F que je vais expliquer. Sur l'intervalle moins l'infini 0, grand F de X égale à 0, donc c'est la demi-droite d'équation Y égale 0, qui est donc une demi-droite parallèle à l'axe des abscisses, qui est exactement l'axe des abscisses dans ce cas. Et attention, puisque 0 ici, il est ouvert en 0, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, n'appartient pas à cette représentation graphique. C'est pour cela on trace un petit arc ou bien un demi-cercle pour dire que le point O de coordonnées 0, 0 n'appartient pas à cette représentation graphique. Sur le deuxième intervalle, f de x égale 18 sur 36. Un petit conseil, j'ai oublié ça, un petit conseil. Pour tracer la représentation graphique d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire, prenez un repère orthogonal. Ce n'est pas la peine qu'il soit orthonormé, orthogonal, et surtout, essayez d'agrandir l'unité sur l'axe des ordonnées, puisque la valeur minimale de grand F est 0, et la valeur maximale c'est 1, c'est entre 0 et 1. Donc essayez d'agrandir l'unité, comme ici j'ai pris, voici l'unité, 0, 1. Voilà.
Et puisque j'ai les valeurs ici sur 36, j'ai partagé cette unité 0,1 par 36. Par exemple, un titre d'exemple, chaque 2 mm, 1 sur 36. Donc 1 sur 36, 2 sur 36, jusqu'à 36 sur 36 égale à 1. Et ça vous simplifie le traçage de cette représentation. Donc sur le deuxième intervalle, 18 sur 36, c'est-à-dire un demi, voilà un demi, et je trace uniquement un segment sur l'intervalle 0, 2. La même remarque que tout à l'heure, puisque c'est ouvert en deux, donc le point de coordonnée 2, 18 sur 36 n'appartient pas à ce segment plutôt. La même chose pour les autres intervalles 2, 4, 4, 6, jusqu'à arriver au dernier intervalle, f de x égale à 1. Donc on va tracer la demi-droite d'équation y égale 1 avec x supérieur à 8. Et voici donc la représentation graphique de f qu'on appelle une fonction en escalier. C'est comme un escalier. Deuxième question. On répète les preuves précédentes 4 fois de suite en remettant les boules dans leurs boîtes respectives. Soit y, la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'épreuves donnant deux boules portant un numéro pair. Donnez la loi de probabilité de y. On va relire les données encore une fois. Y, c'est quoi? C'est une variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'épreuves donnant deux boules portant un numéro pair. Obtenir deux boules portant un numéro pair, on le sait très bien, c'est l'événement A. Donc, si je relis cette phrase, y est la variable aléatoire qui compte le nombre d'épreuves où A est réalisé. Et comme on répète l'expérience, cette épreuve, on la répète 4 fois de suite et de façon indépendante. Pourquoi de façon? Parce qu'en remettant les boules dans leurs boîtes respectives. Donc, il s'agit bel et bien d'ici d'un schéma de Bernoulli. Et par suite, la loi de probabilité de y, c'est la loi binomiale. Et lorsqu'on parle de loi binomiale, il faut préciser toujours les deux paramètres, ces deux paramètres qui sont n, c'est le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli, qui est égal ici 4, puisqu'on répète 4 fois. Et le deuxième paramètre, c'est P. P, c'est la probabilité de l'événement qu'on a appelé au cours le succès, l'événement S. Qui est, dans ce cas, c'est l'événement, j'ai dit tout à l'heure, l'événement A. Donc P, c'est la probabilité de l'événement A, qui est déjà calculée dans la première partie, est égale donc 1 sur 6. Et pour cela, on va écrire notre fameuse formule. P de y égale à k. Bon, c'est une propriété à retenir d'ailleurs. La formule, dans le cas général, P de y égale à k égale CNK, c'est combinaison, CNK P à la puissance k fois 1 moins P à la puissance n moins k. N moins k. Avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc c'est une formule à retenir dans le cas où on a une loi de probabilité, loi binomiale. On applique cette formule. Il suffit de remplacer n par 4 et p par 1 sur 6. Donc voilà pourquoi on obtient C4K. P, on a dit c'est 1 sur 6 à la puissance K. 1 moins P, 1 moins 1 sur 6, on réduit même dénominateur, on obtient 5 sur 6 à la puissance 4 moins K. Avec K appartient 0, 1, 2 jusqu'à 4. On a remplacé n par 4. Et voici donc la loi de probabilité de Y. Si on a besoin, par exemple, dans la suite d'un exercice, de calculer P de l'événement Y, ici, P de Y égale à 3, par exemple.
Il suffit de remplacer K par 3. On obtient C 4, 3. 1 sixième à l'absence 3. 5 sur 6 à l'absence 1. Car 4 moins 3 égale à 1. Et vous faites vos calculs. Dernière question. On va calculer l'espérance mathématique de Y et sa variance. L'espérance mathématique de Y, lorsqu'on a une loi de probabilité, c'est une propriété qui est très simple. Ne me dites pas qu'on va la calculer, l'espérance de Y, d'après la formule, c'est la somme de YI fois PI. Non, on a directement une formule qui est plus simple. L'espérance de Y égale N fois P, c'est le produit des deux paramètres. On a N, on a P, il suffit de calculer. On trouve égal 2 tiers. Et finalement, la variance de Y, c'est la même chose. C'est une propriété N fois P, facteur de 1 moins P. Ça, c'est dans le cas où on a une loi binomiale qui est égale, on a N fois P qui est égal à 2 tiers, 1 moins P, 1 moins 1 sur 6, c'est-à-dire 5 sur 6. Et après tout calcul fait, on trouve égal 5 sur 9. Voici notre exercice. Merci de votre attention et je vous souhaite la réussite.